Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du 7-8 Europe, le magazine européen de la rédaction de TV78, évidemment dédié ce mois-ci à la crise du coronavirus. Nous verrons notamment durant cette émission comment la région Île-de-France utilise les fonds structurels européens dont elle est responsable pour faire face à la crise sanitaire et économique. L'utilisation de ces fonds destinés d'ordinaire à financer des projets de réinsertion et d'aide à l'emploi est notamment assoupli pour venir en aide aux secteurs les plus impactés. Stéphanie Von Heuve, vice-présidente de la région Île-de-France en charge des affaires européennes, répondra à distance à nos questions. Confinés, ils poursuivent leur travail depuis chez eux. François-Xavier Bellamy, Mathilde Androuet et Mounir Satouri, eurodéputés et yvelinois, nous donneront leur avis sur la gestion de la crise par l'Union européenne. Les institutions du vieux continent qui ont annoncé différents plans de relance et de soutien de plusieurs centaines de milliards d'euros et qui doivent néanmoins composer avec des États beaucoup moins enclins à la solidarité. Enfin, nous verrons que c'est toute l'Europe qui est confinée. Si les mesures ne sont pas les mêmes partout sur le continent, le résultat est sensiblement le même. Les citoyens sont invités à rester chez eux. Vous entendrez les témoignages d'Yvelinois confinés à l'étranger. La crise sanitaire qui bouleverse donc la vie des Européens depuis un mois. Désormais confinée au ralenti économiquement, l'Europe cherche à limiter les dégâts sur son économie et aider aussi les secteurs les plus impactés comme la santé. Parmi les propositions des institutions, il y a notamment la possibilité de réorienter les fonds européens pour faire face à la crise. Les fonds structurels européens qui sont gérés, vous le savez, par la région Île-de-France. Stéphanie Von Heuve, bonjour, vous êtes avec nous par téléphone. Vous êtes la vice-présidente de la région Île-de-France en charge des affaires européennes justement. Expliquez-nous dans quelle mesure justement ces fonds structurels européens peuvent permettre aujourd'hui de lutter financièrement contre la crise du Covid-19. C'est une aide financière complémentaire qui vient permettre de déployer, démultiplier les moyens, mis notamment, alors il y a deux temps de mesures. Il y a le premier, c'est les mesures immédiates, c'est les mesures d'urgence et notamment l'application forte de la région Île-de-France pour acheter de très nombreux masques, puisqu'il y a près de 30 millions de masques qui ont été achetés. Et pour acheter ces 30 millions de masques par la région Île-de-France, ce sont 10 millions d'euros de fonds européens qui sont venus s'additionner à 10 millions d'euros des fonds propres de la région Île-de-France. C'est un exemple très concret de l'utilisation des fonds européens. Deuxième exemple, c'est que à travers les fonds européens, on abonde le fonds de la BPI, qui est la Banque publique d'investissement, pour permettre de faire des prêts à taux zéro pour les entreprises. Et donc là, c'est 23 millions d'euros qui ont été mobilisés pour ce fonds avec la BPI, qui au total permettront de libérer plus de 85 millions d'euros pour les entreprises. Et puis enfin, on abonde ce qu'on appelle le pacte de relocalisation, où là, ça sera des mesures plus de reprise, de plan de relance à l'issue de cette crise, pour inciter ou pour aider et accompagner les entreprises qui souhaiteraient se relocaliser en région en France. Là, c'est 10 millions d'euros encore qui sont mobilisés. Plus globalement, on est en fin de programmation, on est en fin d'utilisation de l'enveloppe budgétaire de fonds européens. Il nous reste à ce stade 50 millions d'euros à programmer, et ces 50 millions d'euros à programmer vont être intégralement fléchés sur les mesures d'urgence ou les mesures de sortie de crise. Concrètement, si je vous comprends bien, l'Union européenne et plus précisément la Commission européenne vous facilite aujourd'hui la vie. C'est ça l'objectif. On sait que les fonds européens ne peuvent financer qu'une partie des projets habituellement. Aujourd'hui, tout ça est assoupli ? C'est effectivement une réalité. Donc là, la Commission européenne a pris la mesure de la nécessité absolue de simplifier l'utilisation des fonds européens. Donc vous avez raison de rappeler que normalement les fonds européens ne sont utilisés que dans le cofinancement. Là aujourd'hui, nous pouvons effectivement utiliser 100% de fonds européens sans qu'il y ait d'apport extérieur. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, on a pu faciliter ce qu'on appelle les maquettes, c'est-à-dire le plan opérationnel, le programme opérationnel
pour basculer du Fonds social européen vers du FEDER, c'est-à-dire du fonctionnement vers l'investissement. Ce qui était interdit, c'est désormais autorisé. Donc tout ça pour nous faciliter la réorientation sur les mesures d'urgence. Un point sur lequel nous restons extrêmement vigilants, et là-dessus l'association Régions de France, qui regroupe toutes les régions de France et qui fait un gros travail de lobbying auprès des institutions européennes. Ce travail est encore en cours parce que ce que nous redoutons, ou alors ce dont nous voulons vraiment nous assurer, c'est qu'au moment des audits, puisque la Commission européenne fait contrôler systématiquement l'utilisation des fonds, au moment des audits, c'est-à-dire dans 2 ans, les auditeurs n'oublient pas que sur ces fonds-là, sur cette fin de programmation, nous étions sur des règles dites particulières compte tenu de la crise sanitaire, de manière à ce que nous n'ayons pas ensuite des sanctions, voire des pans entiers de la programmation qui soient annulés. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et Régions de France fait un travail formidable de ce point de vue-là. Qu'en est-il pour autant des projets qui recevaient déjà des financements européens et des projets qui étaient en cours pour les collectivités, associations? Est-ce que leurs financements sont-ils tout de même assurés? Là, on peut être extrêmement rassurant. Tous les projets qui avaient déjà été programmés vont aller à leur terme. Je vais même aller peut-être plus loin. Toutes les équipes de la direction des affaires européennes sont en télétravail, mais que du coup, il y a un gros travail de fond, d'instruction des dossiers qui est en train d'être fait et qui était un travail sur lequel il y avait eu du retard, compte tenu d'un certain nombre de réunions et d'audits qui étaient en cours. Dans la mesure où ces audits sont un peu suspendus, ou en tout cas le sont à un rythme moins important, tout ce travail d'instruction est en train d'être rattrapé. Donc oui, les porteurs de projets peuvent être rassurés, ça ira jusqu'au bout. Et toute la programmation aujourd'hui qui est mobilisée et les fonds européens qui sont mobilisés sur la lutte contre le Covid-19, ce sont des crédits qui n'étaient encore jusqu'à présent pas encore programmé. C'est pour ça que je vous parlais de ces fameux 50 millions d'euros. Merci Stéphanie Van Heuve pour toutes vos réponses. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France en charge des affaires européennes et donc des fonds structurels européens dont nous parlons très souvent dans cette émission via des reportages sur ces projets. Merci encore à vous. Le coronavirus est évidemment aussi cet aspect terrible et avec des chiffres très impressionnants selon des données arrêtées à la date de ce 10 avril et qui concernent l'Europe géographique et 38 pays. Il y a actuellement en Europe un peu plus de 450 000 cas détectés et plus de 63 000 personnes décédées du Covid-19. L'Italie, l'Espagne et la France sont bien sûr les pays les plus touchés. La Grande-Bretagne compte-t-elle près de 57 000 personnes positives au Covid-19 en ce moment et un peu moins de 8 000 décès. À l'échelle communautaire à présent, les institutions européennes ont dégainé, je vous le disais, des plans massifs dépassant parfois plusieurs centaines de milliards d'euros pour aider les économies du continent. Les États, quant à eux, viennent de trouver un accord portant sur 500 milliards d'euros. Cette mobilisation, qui est une première par son ampleur, ne cache pas néanmoins certains manquements européens. C'est ce que pensent en tout cas les eurodéputés yvelinois. Ils sont 3 à avoir été élus il y a 1 an. Leur réaction et leur regard porté sur cette crise, c'est mis en image par Jules Gruneville. Plus de 1 000 milliards d'euros de la Banque centrale européenne et des États qui s'accordent finalement sur un soutien de 540 milliards d'euros. Les aides et financements accordés aux entreprises et aux banques du continent sont inédites. Pourtant, les critiques sont nombreuses pour juger l'action de l'Union européenne. Pour Mathilde Androuet, secrétaire départementale du Rassemblement national des Yvelines et élue en mai dernier au Parlement européen, les institutions communautaires se sont réveillées bien trop tard pour aider les pays les plus fragiles. L'Europe, globalement, a raté complètement son entrée dans la crise. Clairement, il y avait une division des peuples, un abandon total, notamment de l'Italie, et ça a été très flagrant. Et d'ailleurs, je pense que les Italiens sont maintenant très remontés contre les institutions européennes. Là, il était nécessaire, pour leur propre sauvegarde d'ailleurs, de mettre de l'argent sur la table. Des reproches chez les Républicains également. François-Xavier Bellamy, ancien conseiller municipal de Versailles et tête de liste de son parti il y a 1 an, estime lui que l'Europe n'est toujours pas prête à affronter une telle crise, et ce malgré son expérience. Aujourd'hui, c'est la crise sanitaire. Hier, c'était la crise migratoire. Demain, ce sera peut-être un défi sécuritaire ou militaire. Il faut qu'on puisse se donner les moyens, par exemple, d'avoir une vision stratégique claire sur la question de la santé,
mais ça doit être aussi le cas sur la question de l'agriculture, ça doit être aussi le cas sur les questions de sécurité commune, que nous puissions garder à l'esprit que ce qui compte, ça n'est pas seulement le marché européen. À gauche, enfin, Mounir Satouri, ancien élu local au Mureaux et eurodéputé écologiste, juge que c'est surtout le manque de moyens mis à disposition de l'Union qui nuit à son action. Je pense profondément qu'en Europe qu'on mérite, la santé, la gestion des crises sanitaires n'est pas une compétence européenne. Et en fait, on est toujours dans ce jeu de reproches sur l'institution européenne quand on est en difficulté, et on a raison de le faire, sauf qu'à aucun moment, les États membres, les citoyens que nous sommes, on a fait le choix que la santé était une compétence communautaire. La problématique des compétences de l'Union européenne devrait agiter Bruxelles ces prochaines semaines. Crise financière en 2008, de la dette en 2010, des migrants en 2015 et désormais sanitaire en 2020. L'Europe doit agir une nouvelle fois dans l'urgence d'une actualité sans répit pour elle. Et à l'aune de cette crise et des critiques qui ne cessent de pointer l'incohérence de l'Union européenne et son inaction, une question se pose. Quelles sont réellement les capacités d'action de l'Union européenne? Justement, n'est-elle pas tributaire du bon vouloir en fait des États et des chefs d'État? On fait le point avec 3 questions pour Vincent Couronne, directeur de la publication Les Surligneurs et enseignant à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. L'Union européenne, en fait, elle a une compétence qui est malgré tout assez limitée. En réalité, quand on regarde les traités européens, eh bien, on se rend compte que l'action de l'Union pour gérer justement des crises pandémiques, comme on a actuellement avec le coronavirus, elles ne permettent en fait que de coordonner, d'appuyer l'action des États, d'améliorer la coopération entre les États, mais aucunement de prendre la place des États pour agir à leur place, et puis surtout d'utiliser l'arme budgétaire, en fait, parce que cette arme budgétaire de l'Union européenne, elle est très faible. L'Union européenne et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, laquelle l'a reconnu, a peut-être mis un peu de temps à démarrer, parce qu'elle aurait pu, beaucoup plus tôt, quand les premières informations sont arrivées de Chine, commencer par exemple à lancer des programmes d'achat de masques, à transmettre des recommandations aux États, etc. Elle aurait pu commencer à travailler en amont sur ça, ce qu'elle n'a pas véritablement fait, en tout cas pas complètement. Elle aurait pu très bien aussi, l'Union européenne, anticiper il y a plusieurs mois, voire plusieurs années, en adoptant des directives ou des règlements européens qui permettaient de mieux faire face à ces crises épidémiques. Parce que ça, c'est possible. Elle peut le faire. Elle a une compétence pour faire ça. Le problème, c'est que dans l'urgence, ça ne marche pas. Parce que anticiper ce genre de crise, ça réclame un vote au Parlement européen, ensuite une approbation par le Conseil. Et donc ça, c'est des procédures qui prennent des mois. C'est comme dans tout système de type fédéral, sans forcément dire que l'Union européenne est un État fédéral, évidemment pas, mais dans un système de type fédéral, comme on voit par exemple aux États-Unis, la question de la santé publique relève essentiellement des États au niveau fédéré. Aux États-Unis, on voit que c'est l'État de New York, c'est l'État de Californie, etc., qui gèrent essentiellement les questions de santé publique. Et c'est pareil pour l'Union européenne. C'est-à-dire qu'en cas de crise, ce sont les États qui gèrent ces questions de santé publique. Et l'Union européenne, elle peut agir, mais uniquement pour pouvoir les aider, par exemple, à transférer des patients d'un État à l'autre, entre les hôpitaux. Les aider, par exemple, à acheter en masse, en grande quantité, des masques en lançant des appels d'offres européens. Donc ça c'est quelque chose qu'elle a fait. Elle peut également les aider, par exemple aussi, en jouant sur avec l'arme des droits de douane. Il y a quelques jours, l'Union européenne a supprimé l'intégralité des droits de douane et de TVA sur tous les produits, les matériels médicaux importés dans l'Union européenne. En réalité, elle ne peut pas, par exemple, imposer aux États le confinement. Elle ne peut pas non plus imposer la fermeture des frontières. Elle ne peut pas non plus tout un tas de choses comme ça qu'elle ne peut pas faire. Et si vous regardez, par exemple, Donald Trump aux États-Unis, il ne peut pas non plus imposer la fermeture des frontières entre les États américains. Et s'il l'avait fait, ça aurait été contraire à la Constitution américaine. Ce que je trouve particulièrement énervant, irritant, c'est d'entendre des politiques qui critiquent l'Union européenne pour ce qu'elle ne fait pas, alors que ce sont ces mêmes politiques
il y a des années, et depuis même parfois des décennies, refusent de transférer des compétences à l'Union pour qu'elle puisse agir dans ce genre de domaine. Et je pense par exemple à Marine Le Pen, qui récemment a critiqué l'Union en demandant à quoi elle servait, l'Union européenne. Marine Le Pen qui elle-même était farouchement opposée au transfert européen de nouvelles compétences. Depuis le mois de mars, c'est l'ensemble du continent, je vous le disais, qui est soumis à des règles de confinement. Si certains pays comme la Suède et l'Allemagne ont fait le choix de mesures plus ou moins souples, d'autres comme la France, l'Italie ou la Belgique interdisent toute sortie hors nécessité vitale. Alors, à quoi ressemble le confinement et la vie de confinés ailleurs en Europe? Écoutez ces témoignages d'Yvelinois qui vivent à l'étranger, le temps de cette période très spéciale. Notre voyage européen nous amène en Pologne, en Allemagne et au Pays de Galles. Bonjour à tous, je m'appelle Émile Cronier, j'ai 22 ans et je suis originaire de Saint-Germain-en-Laye dans les Yvelines. Je suis actuellement en Pologne, à Cracovie, où j'effectue mon service de volontariat dans une école pour jeunes en situation de handicap. Et comme vous pouvez voir, je suis dans mon appartement, je suis confinée depuis 3 semaines maintenant. Voilà, mesures qui ont été prises par la Pologne, donc assez... Voilà, de façon préventive, la Pologne qui a malheureusement pas été épargnée par le coronavirus, on ne sort pas de chez nous depuis cet instant-là. Et donc forcément, le service de volontariat est quand même assez impacté. Mes missions étaient essentiellement en présentiel, donc j'allais à l'école du lundi au vendredi, et donc là forcément je ne peux pas y aller. Mais je reste tout de même en contact avec mes élèves, avec les professeurs et les coordinateurs de l'école parce qu'on a un groupe Facebook où on peut s'appeler. Les professeurs envoient des exercices, on se soutient, on garde le moral tous ensemble et c'est quand même assez important. Voilà, je fais du sport, du yoga, je regarde des films, des séries, je joue sur mon ordinateur et je reste beaucoup en contact avec ma famille, c'est important, mes amis, les autres volontaires présents à Cracovie. Ce que je dis souvent pour décrire mon confinement, c'est que c'est un week-end à rallonge, voilà, c'est un week-end très prolongé. Je m'appelle Nils, j'ai 25 ans, je suis franco-allemand et étudiant en philosophie à l'université de Bielefeld en Allemagne. L'Allemagne est un État fédéral, ce qui veut dire que les Länder ont une autonomie assez large en ce qui concerne les mesures de lutte contre le Covid-19, notamment la Bavière et la Sarre qui ont choisi d'instaurer des mesures de confinement presque aussi strictes qu'en France. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de coordination au niveau national. La plupart des Länder se sont mis d'accord avec le gouvernement allemand afin d'instaurer un catalogue de mesures communs. Donc c'est le cas de la Rhénanie-Westphalie où je me trouve actuellement. Et donc il s'agit des mesures que l'on retrouve dans la plupart des pays, donc fermeture de la majorité des commerces, fermeture des services, des institutions publiques, ce genre de choses. Il y a eu une grande différence par rapport à la France. Donc il s'agit des conditions de sortie. Nous ne sommes pas obligés de remplir de formulaires ou de justifier notre sortie, de quelle manière que ce soit. Donc on peut toujours sortir tout seul ou avec les membres du foyer ou au maximum avec une autre personne issue d'un autre foyer. Dès que possible, les gens ont recours au télétravail. Dans l'éducation, autant dans les écoles que dans les universités, tout ça se fait par internet dès que possible. Et donc pour ma part, je suis concerné par les deux. Donc d'un côté, donc j'étudie à distance entre guillemets, et de l'autre côté, j'ai aussi un travail au sein du département de philosophie, et donc dès que possible, je fais tout ça par internet. J'ai de la chance d'habiter très très près d'une forêt, donc je profite justement de ces mesures un peu moins strictes pour me promener en forêt quand j'ai l'impression d'être un peu enfermé chez moi. Bonjour, moi c'est Victoria, j'habite actuellement à Pennygreg, donc un village situé à 1 heure de Cardiff, la capitale du Pays de Galles. Voici la carte du sud du Pays de Galles, avec Cardiff, la capitale qui se trouve ici, et notre village Pennygreg qui se trouve par ici. Les centres pour enfants ont bien évidemment fermé et étant donné que c'était notre principale mission, on n'avait pas du tout de travail par ordinateur, etc. Par contre, notre coordinateur a donc créé un groupe WhatsApp sur lequel on peut partager nos idées, un peu chercher ensemble qu'est-ce qu'on peut proposer aux jeunes via la page Facebook de l'association pendant cette période. Ça nous permet de rester en contact et de partager nos idées. On a de la chance puisque notre cour arrière est le parking d'un des centres, ce qui fait qu'on peut s'aérer et courir et faire du sport à cet endroit-là. De nombreux messages positifs et un arc-en-ciel sont apparus sur des vitres de boutiques ou de maisons. Keep on smiling. Notre coordinateur a bien pensé à nous puisqu'il nous a apporté des livres et un puzzle de 1000 pièces. Quant à ma coloc autrichienne, elle s'occupe avec du nettoyage. Hallo, Grüße nach Frankreich.
Grâce au confinement, j'ai également le temps de lire le livre sur notre association Valais Kids qui date de 1977. Voilà, c'est la fin de ce 7-8 Europe dédié à la crise du coronavirus. J'espère que cette émission vous aura permis de mieux cerner les enjeux sanitaires mais aussi économiques, que ce soit à l'échelle de la région avec l'Île-de-France ou européenne avec nos différents intervenants. Merci aussi à Jules Grandville et Romain Ruspini pour le montage et la réalisation de cette émission. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro du 7-8 Europe dans des conditions, on l'espère, bien différentes. À très vite.